Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du Festival de l'Histoire de l'Art, mais j'imagine que vous avez déjà entendu cette phrase un certain nombre de fois depuis 2 jours. Je rappelle tout de même que le Festival de l'Histoire de l'Art est organisé par le Château de Fontainebleau et l'Institut national d'histoire de l'art et qu'il est financé par le ministère de la Culture. J'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui Geneviève Pinson pour cette conférence sur les grottes ornées. Geneviève Pinson a été pendant 10 ans la directrice du Centre national de la préhistoire à Périgueux. Elle participe à un groupe de recherche sur les Magdaléniens de Lussac-Angle actuellement. Et je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup. Merci pour d'être là, si nombreux. Je suis impressionnée. Merci aussi aux organisateurs, organisatrices de ce magnifique festival tellement riche. Je suis en effet préhistorienne et j'ai eu le grand bonheur de diriger le Centre national de préhistoire, qui est un service du ministère de la Culture, de l'administration centrale, un service scientifique et administratif, et qui est en charge de mettre en œuvre toute la politique publique sur les grottes ornées. Donc, du fait de... Je portais 2 casquettes d'expert scientifique et d'administrative, et j'ai pu, grâce à ça, suivre les très beaux projets de restitution que sont Lascaux, Chauvet, Cosquer. Donc, ces 3 géants qui attirent, il faut le savoir, une foule incroyable. Cosquer Méditerranée, qui est ouvert il y a 1 an et demi, 2 ans, a déjà eu plus d'1 million de visiteurs en une année. On voit l'affluence sur ces sites. Alors, les grottes ornées, elles sont... il faut que je prenne le pli, là. Ça va aller. Vous savez ce que c'est des monuments naturels, en fait. Ils sont... je ne vous gêne pas, là, être debout, parce que c'est peut-être pas plus... donc, ce sont des monuments naturels qui subissent les changements climatiques depuis des millénaires et qui, pour beaucoup, on ne les connaît pas parce que les entrées sont cachées. Mais par ailleurs, ce sont des sites qui sont très fragiles du coup, puisqu'ils sont très sensibles. Et on les confisque le plus souvent au public, hélas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut les préserver pour les générations futures. Et puis, on a tous normalement envie de les voir et besoin de les voir et on doit pouvoir les voir. Alors, c'est pour ça qu'on va lancer tous ces facsimilés. Ça va venir dès 1979. C'est Altamira qui sera la première grotte à avoir son facsimilé. Puis, on va voir qu'il y a Lascaux qui suit de près. Mais on peut se poser la question aujourd'hui, alors qu'on y va tous, qu'est-ce qu'on nous transmette réellement, ces facsimilés ? Sont-elles de simples copies ou une véritable immersion approche de l'art de la préhistoire ? Et quelle part d'authenticité on va y retrouver et comment nous, le public, on le perçoit ? Donc pour ça, je vais vous parler des principales grottes. Voilà, je vous montre ça, vous reconnaissez tous, c'est la grotte de Lascaux, le site photo du site original. La grotte Chauvet, photo du site original, avec les ossements, le sol intact, tel qu'il a été découvert et pas modifié depuis la découverte il y a exactement 30 ans. La grotte Cosquer, photo de l'original. Mais si ces photos-là, ce que vous voyez là, n'étaient pas l'original, est-ce que ça changerait votre regard ? Alors, voilà. Ce patrimoine, il est fragile, on le sait, d'autant plus avec toutes les nouvelles découvertes que l'on fait. Cussac, Chauvet, qui ont vraiment marqué, je dirais, la communauté. Cussac, où vous entrez, le grain qui dépend de la gravure fine est encore accroché à la paroi. Il est en instabilité. Il y aurait quoi que ce soit, il tomberait. Vous êtes vraiment dans des choses très, très fragiles. Le sol, vous avez des squelettes, vous avez une tombe agencée qui est vraiment dans les Bauges, dans les Bauges des ours. Enfin, c'est intact. À Chauvet, vous avez, par exemple, dans une salle du crâne, pour donner son nom, en plein milieu, un bloc avec un crâne d'ours posé. Donc un geste qu'il a posé, quand, pourquoi,
il est encore là, il n'a pas été touché. Donc c'est un patrimoine bien fragile. Et il est fragile, il connaît 2 grands fléaux. Donc on a vu tout à l'heure l'équilibre naturel, mais bien sûr nos visites, nous-mêmes les humains, les risques anthropiques sont très importants. Donc Lascaux, je reviens rapidement dessus, parce que Lascaux ce qui se passe à Lascaux va entraîner ce qui se passe aujourd'hui. Et maintenant, on est très frileux quand on trouve une nouvelle grotte. On ne va pas ouvrir, c'est clair. Pourquoi ? En 1940, on découvre Lascaux. Là, il y a un engouement du public. Tout le monde va à Lascaux. Il y a beaucoup de visiteurs. Mais les visiteurs, tellement c'est petit et qu'il y a du CO2, il y en a qui tombent dans les pommes. Et on va aménager la grotte pour le public. Ça part d'une bonne volonté. André Malraux était très favorable à l'ouverture vers les publics de ce type de patrimoine. Malheureusement, à son grand regret, il va devoir fermer la grotte. Donc, il la ferme en 63 parce qu'en fait, on connaît le problème des mousses qui tachent les peintures. Il faut fermer et préserver. Et c'est de là que va naître le premier facsimilé qui va être présenté au Grand Palais. C'est une reproduction de la salle des taureaux réalisée avec l'IGN qui fait la paroi à partir de bois sculpté par rapport à la morphologie de la paroi originale. Et par-dessus, on va mettre avec Kodak qui mettra un grand décalcomanie pour donner la couleur. Et ça, c'est le premier facsimilé, le tout premier. Il n'existe plus. Il a été présenté un temps au musée d'archéologie nationale, mais il n'a pas été conservé. Depuis, d'autres copies ont été faites. À Chauvet, pourquoi Chauvet a été préservé ? C'est qu'il y a eu un effondrement. Et l'entrée était complètement, vraiment fermée. Ça s'est passé en 2 temps, mais le deuxième temps, il y a 21 000 ans, plus personne ne pouvait rentrer, à part les petits animaux cavernicoles. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous... Ouais, j'aurais dû prendre mon pointeur. Je vais m'approcher. Donc là, on est à l'intérieur de la grotte et la vue est bouchée vers l'extérieur parce qu'il y a cet effondrement de la falaise qu'on a pu identifier et de l'extérieur, on ne voit rien. Donc c'est vraiment la chance des spéléologues qui ont trouvé ce souffle d'air qui ont fait qu'on a découvert. Mais voilà, Chauvet, on ne va pas ouvrir plus que l'entrée des spéléologues, c'est-à-dire un trou où vous passez allongé, voilà, le diamètre le plus restreint. Et là, c'est une grotte immense, on pourrait y être tous ensemble. C'est une cathédrale, c'est immense. Voilà, il y a des moments où il vaut mieux y aller, il y a moins de CO2, il y a moins de radon, mais plutôt l'hiver d'ailleurs, c'est les meilleurs moments. Mais on ne peut pas rentrer tous, en fait, on ne va pas pouvoir tous rentrer. C'est pour ça qu'elle est fermée. Ce n'est pas du tout la même raison que Lascaux. Lascaux, c'est confiné, on a tout modulé, changé, on essaie de revenir à un état naturel. Chauvet, au contraire, on aurait pu y aller tous, mais malheureusement, on garde l'équilibre naturel pour la préserver. Et puis, à Chauvet, dès le début, dès sa découverte, on a fait des recherches, et des recherches très pointues, avec une équipe pluridisciplinaire, on n'en avait jamais fait à ce degré-là, de regards variés, de croisement des compétences. Et du coup, un atlas a été publié qui recense tout ce qu'il y a d'observable à Chauvet par toutes les disciplines. Et ça, c'est la connaissance. Et cette connaissance, elle va venir augmenter ce qu'on va pouvoir nous raconter dans les facsimilés. Et puis, il y a la grotte Cosquer. Et la grotte Cosquer, vous en avez entendu parler, c'est cette grotte qui est en grande partie immergée, qui ne tient que grâce à une bulle d'air, qui est sous pression. Il y aurait le moindre tremblement de terre, il y aurait la moindre fissuration, et on perdrait tout Cosquer. Donc là, il y a du sauvetage à faire. Et c'est pour ça que le ministère a lancé une recherche immédiatement pour étudier, relever, fouiller. C'est presque du préventif, on peut dire. C'est de la fouille de sauvetage, en fait. Et le relevé 3D a été fait, bien sûr, pour garder une archive de cette grotte. Et le modèle 3D de la grotte Cosquer, aujourd'hui qui est constitué, est déjà un patrimoine en soi, puisqu'en fait, déjà les remontées des eaux,
les problèmes sismiques, la pollution de la ville de Marseille, tout ça n'aide pas à conserver ce site. Et pourtant, il est grand. La mer, autrefois, se trouvait à 8 km de distance. Voilà, c'est la remontée des eaux, on la voit, on la sent, et à Cosquer, on la vit. Donc, c'est aussi un moment important. Et c'est difficile d'y accéder, donc il faut être super plongeur, tout le monde n'y descend pas. Donc là, même un scientifique qui aimerait bien travailler là, il doit apprendre à plonger, ou s'il ne peut pas plonger, il ne viendra pas étudier. Voilà, juste une image pour montrer les niveaux de l'eau, puisqu'en fait, l'air de rien, elle monte, malgré tout. Et quand les tempêtes arrivent, ça bouscule encore plus. C'est vraiment très, très dangereux. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour montrer tous ces sites difficiles pour avoir leur accès, alors qu'on est complètement légitime, c'est le patrimoine de chacun? Eh bien voilà, on va créer les facsimilés. Là, vous avez le facsimilé de Chauvet dans la salle du fond. Et ça va être une collection française, je dirais, avec le savoir-faire français. On va commencer avec Lascaux 2, suite après le Lascaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui était présenté au Grand Palais. Le Lascaux 2, c'est encore la coque réalisée par l'IGN. Et puis Monique Pétral, une artiste qui va partir de tous les témoins naturels que l'on connaît, qui ont été utilisés pour faire la couleur à Lascaux, qui va refaire les gestes. C'est le geste de l'artiste sur la salle des taureaux et le diverticule axial. Donc c'est une partie de la grotte. Puis va se développer Lascaux 3, parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas venir à Lascaux 2. Il faut que, comme c'est un site d'envergure internationale, patrimoine mondial, il faut absolument que chacun, là où il est, puisse le toucher des doigts. Et c'est pour ça que Lascaux 3, en 2013, a été réalisé. Ce sont des fragments de la grotte qui sont présentés. Et Lascaux 3, cette année, la semaine prochaine, pas plus tard que vendredi prochain, il y a l'inauguration du nouveau Lascaux 3 avec toute la salle des taureaux reconstituée matériellement. Et je vous invite bien sûr à aller voir tout ça. Et en 2016, le président de la République inaugure Lascaux 4. Lascaux 4 qui est là, la représentation intégrale de la grotte de Lascaux. On va en reparler. Juste l'année précédente, le président de la République également va inaugurer Chauvet 2. Et ça, Chauvet, vous voyez, c'est un bâtiment créé pour cela, comme Lascaux est un bâtiment créé pour cela. Ce ne sera pas le cas pour Cosquer. Cosquer, le dernier défi, se servir de la ville de Méditerranée pour la région PACA, lui donner un sens et mettre la grotte dans cet endroit. Et ce sont des contraintes. Mais le résultat est à chaque fois réussi. Il y a toujours du succès. Alors voilà, le travail de Lascaux 2. Lascaux 3, vous en avez une idée, donc il y a des fragments de parois qui sont présentés et puis tout bien sûr un contexte didactique. Il faut savoir que Lascaux 3 a fait le tour du monde. Hein. Il continuera d'ailleurs puisqu'il repart aux États-Unis cet été. Lascaux 4, on a toute la grotte qui est représentée et quand on sort de Lascaux 4, on peut profiter de chaque paroi ornée qui sont indépendantes. Et là, vous pouvez lire, vous pouvez discuter, vous pouvez échanger, vous pouvez faire votre découverte vous-même des panneaux, après avoir dégusté, je dirais, la grotte dans son ensemble. Et puis, à Chauvet, on avait c'est un autre challenge. Il y avait 8500 mètres carrés à restituer. Je vous dis, c'est immense. Et on avait 3000 mètres carrés de disponibles. Donc là, c'est le génie humain contemporain qui va partir de toutes les zones importantes et faire une anamorphose, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'on ait l'impression qu'on est dans Chauvet, dans cette ampleur, etc., mais dans un espace plus réduit, qui va s'adapter complètement aux moyens et aux possibilités pour réaliser ce facsimilé. Et puis, voilà, on va choisir, pour ces facsimilés, on va choisir l'emplacement. L'air de rien, il est toujours plus émouvant de marcher pas trop loin du site originel. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, on va soit chercher un cadre qui approche de l'original, soit se mettre pas trop loin. Mais Lascaux 4, par exemple, on ne va pas se mettre à côté de Lascaux 2 ou de Lascaux original. On va déporter un petit peu, mais on reste dans le village de Montignac
juste au pied de la falaise, de la colline, de Lascaux, qui, elle, est protégée intégralement. On n'y roule plus, il n'y a plus de voitures, on ne peut qu'y aller à pied. Voilà, on préserve l'original. Donc le lieu, c'est important. Là, je vous ai mis le lieu avec la Combe d'Arc pour le site original de Chauvet et la restitution qui est dans la montagne, voilà, un peu plus loin dans l'espace. Mais voilà, c'est très important parce que l'air de rien, on y est sensible. Et pourtant, le paysage a changé. Hein. Faut pas être dupe non plus. On sait bien qu'on est sur les rochers, peut-être sur lesquels ont pu marcher les hommes de la préhistoire qui ont fait ces belles œuvres, mais en même temps, le paysage a bien changé. Mais je pense qu'on est tous sensibles à ça. Donc, en général, les réalisateurs de ces facsimilés y veillent. Alors, grâce à quoi on peut faire tout ça? C'est grâce à la 3D. La 3D le premier usage, c'est la recherche. Là, je vous ai mis l'exemple de mes recherches au Roc-aux-Sorciers à la chaire à Calvin. On va exploiter la 3D pour avancer dans nos recherches. La 3D, pour le chercheur, elle est formidable. Parce que comme on est très contraint dans les sites, dans les grottes, bien là, avec la 3D, on va ne plus s'occuper qu'il y a un mur, une paroi derrière, qu'on ne peut pas respirer là, que là, il faut se plier. Non, on va pouvoir travailler, analyser, comprendre. Et c'est ces ressources qui vont permettre après de présenter au public une connaissance à partir aussi du modèle 3D. Et puis, bien sûr, la conservation. On va faire, là, je vous ai mis le modèle de simulation de la façon dont circule l'air dans Lascaux. Ça change au cours des saisons, etc. On peut, comme ça, analyser aussi, prévoir ce qui va se passer. Tout ça grâce à la 3D. Ce sont des outils, comme d'autres outils, mais qui sont très utiles pour le chercheur, à la fois archéologue ou conservateur. Et puis, bien sûr, c'est l'incontournable pour la médiation et la restitution. Donc ça, c'est pourquoi, en fait, ces 3 sites État dont je vous parle, qui sont propriétés de l'État, le ministère de la Culture a engagé la numérisation complète et le met à disposition des collectivités, des entrepreneurs, des privés qui souhaitent valoriser pour leur territoire ces sites. Et c'est vraiment le rôle, à mon avis, de l'État de pouvoir mettre l'élément de base qui permet cette restitution. Alors, avec cette 3D, qu'est-ce qu'on fait? On construit, en premier lieu, une fausse mais vraie grotte, parce que quand même, c'est à partir du modèle 3D qui est exact de la grotte. Alors, vous voyez, là, c'est la grotte Chauvet en pleine construction. Donc, il y a toute une architecture filaire qui est faite pour donner les formes. Puis, on projette du béton sur ces formes et à la main, on resculpte les formes pour qu'elles soient vraiment proches de la réalité. C'est un travail très, très fin, très sensible. Vous voyez jusqu'au détail de la calcite, de son brillant, de son rendu. Et ça, si les facsimilés ont un certain succès, c'est parce qu'en fait, on restitue vraiment la matière. Et à Chauvet, elle est restituée avec beaucoup de finesse parce qu'en fait, elle a été étudiée. Donc, on sait que là, c'est de l'argile. Là, c'est de la calcite. Là, c'est un dépôt, ils appellent ça la rivière des eaux. C'est-à-dire, c'est les eaux qui ont subi les courants d'eau, etc. Donc, ça va permettre d'avoir la morphologie générale de la grotte et de permettre l'immersion physique, puisque c'est une restitution physique, quand on va aller visiter le site. Et puis, associé à ça, intégré à ça, eh bien, il y a les vrais facsimilés. Les vrais facsimilés, ce sont les panneaux ornés. On va les restituer tels qu'ils sont dans l'original. Et là, c'est au 10e de millimètre près. C'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser la main des copistes d'aujourd'hui pour rendre les œuvres du passé. C'est une nouvelle réalisation, une nouvelle création. Et elle est juste. Donc là, vous avez les artistes au travail à Lascaux. À Lascaux, il faut savoir que les artistes n'ont pas pu descendre dans la grotte. Donc, ils travaillent qu'à partir des images de la 3D et ils restituent la couleur pixel par pixel. Là, c'est un membre du conseil scientifique auquel je participais. Et ce conseil scientifique, quel est son travail pour ces grottes? Eh bien, c'est d'être le garant de la qualité de ces œuvres représentées à destination du public. Et donc, c'est
un rôle très important. Là, vous avez le facsimilé de Chauvet qui a été reproduit pour les œuvres pariétales par Gilles Tosello, que vous voyez à l'écran, et Alain Dalis. Ces deux artistes, ils ont repris tous les matériaux de l'époque, ils ont fait leur gamme de couleurs, et c'est naturel, et ils reproduisent les gestes. Mais là, ils vont plus loin, parce qu'il y a 30 ans de recherche derrière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vraiment se mettre dans la peau, dans l'esprit de l'artiste. Ils vont refaire les gestes dans le sens qu'ils ont été faits par l'artiste, parce qu'ils ont étudié le résultat. Donc, ils ont pu décrypter quel tracé a été fait en premier, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Et donc, c'est vraiment la restitution du geste qui va rendre ces panneaux. Et ça, c'est un élément très important. La même technique a été utilisée pour la grotte Cosquer. Mais dans la grotte Cosquer, aucun des artistes n'a pu descendre dans la grotte. Donc, c'est là aussi la base de travail, c'est la 3D, l'analyse du scientifique et la restitution par l'artiste. Donc, vraiment, c'est des travaux qui sont vraiment des prouesses, hein, même pour aujourd'hui. Il y avait la prouesse de l'artiste paléolithique et il y a la prouesse de l'artiste contemporain. Et tout ça dans le but de restituer l'atmosphère des lieux. Donc là, je me suis amusée à vous mettre le panneau en laboratoire et le panneau en train d'être monté dans la grotte, dans la fausse vraie grotte. Voilà, donc du coup, c'est vraiment des panneaux qui sont très grands, qu'il fallait transporter, c'était toute une affaire. Et du coup, je parle d'une réplique hybride parce qu'en fait, vous avez bien compris que la grotte en elle-même, elle approche de la réalité, elle donne l'atmosphère, les volumes, elle rend l'esprit de la grotte. Mais elle n'est pas si précise que ça, vous l'avez vu. Pour Cosquer, on a dû réduire, pour rentrer dans le bâtiment, on a dû réduire à 95% la dimension. Mais à l'œil, le conseil scientifique, on a pu tester, on n'en voit absolument pas la différence. Donc c'était possible, mais c'est parce qu'autrement, elle ne rentrait pas dans le bâtiment existant. Et ce qu'elle a de merveilleux, quand je parlais de l'endroit où on positionne le facsimilé, eh bien, à Cosquer, quand vous allez visiter, vous prenez un ascenseur et vous descendez, mais vous descendez vraiment sous le niveau de la mer. La copie est vraiment positionnée sous le niveau de la mer. Donc, vous êtes vraiment dans une immersion, une véritable immersion du site. Donc voilà, je reviens sur l'hybridité parce qu'en fait, c'est la grotte, le contexte, et puis les panneaux ornés. Alors là, c'est le facsimilé, c'est vrai, ça peut même servir aux chercheurs. C'est-à-dire qu'un chercheur qui ne peut pas descendre à Cosquer, il a bien sûr la 3D, mais il peut aussi matériellement voir ce que cela donne grâce au facsimilé. Et qu'est-ce qui enrichit encore cette mise en situation, le fait qu'on soit saisi? C'est 80% des visiteurs qui partent emballés. On verra pourquoi les 20% ne sont pas satisfaits. Mais on vit une expérience dans ces facsimilés parce qu'en fait, on va rechercher l'immersion et on va y entrer plein de détails. La transparence du drapé. Là, on est dans le Chauvet 2. On va avoir toutes les dépôts de calcite. On va avoir les tracés les plus précis. On va avoir au sol l'archéologie, les détails. Donc tout ça nous embarque. Et le visiteur va soit se laisser porter, parce qu'il sait que c'est un faux. Voilà. Vous savez tous, quand vous rentrez, vous savez bien que vous ne rentrez pas dans la grotte originale, mais une fois que vous êtes là, dans ce lieu, eh bien, vous jouez le jeu. Et c'est comme ça que l'émotion peut se créer. C'est parce qu'en fait, on y va parce qu'on a envie de voir, et le récit qui nous est donné, l'immersion. À Chauvet, ça va loin. À Chauvet, vous avez baisse de température de 5 à 6 degrés par rapport à l'extérieur. Bon, ils n'ont pas mis les 13 degrés, je vous rassure. Mais quand même, il y a quand même une différence par rapport à l'extérieur. Et puis, il y a l'humidité. Bon, on est à 75%, ils ont baissé un petit peu parce que c'est quand même très humide. On n'est pas aux 95% des grottes. Voilà. Mais ça donne l'impression. Et puis, il y a les odeurs. On met les 5 sens en éveil. Et à Chauvet,
On essaie de mettre l'odeur de l'argile, vous savez, cette si caractéristique. Donc, on est quand même dans un lieu, et plus on peut transmettre un facsimilé avec toutes ses composantes, plus on va se satisfaire, en fait, plus on va avoir du plaisir à y être. On a le son aussi, on parle à voix basse, hein, comme dans l'original. Et puis, on a les contraintes en tant que visiteur. Ah, ne touchez pas les parois. Attention, vous parlez trop fort. Attention, où vous marchez. Voilà. On est dans l'ambiance. On est dans la scénographie de la visite. Et puis, donc ça, c'est très important. On recherche donc cette ambiance. Et elle est très importante parce que c'est cette ambiance qui va susciter notre émotion. Et l'idée, c'est bien la recherche de l'émotion. Alors, bien sûr, après tout ce que je vous dis, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment d'authentique ? Qu'est-ce qui reste du vrai ? Le vrai, il est là. On contribue tous, à travers nos visites des facsimilés, à sa préservation. Donc déjà, on a conscience qu'on a un patrimoine exceptionnel, unique, et que en allant visiter ces facsimilés, on épargne l'original. Donc ça, c'est déjà une chose que l'on partage. Et quand on rentre dans ces sites, eh bien, on n'échappe pas aux mêmes effets que dans le style original. C'est on va pour une expérience. Et on avait fait une étude nationale, le Centre national de préhistoire, sur les visiteurs des grottes ornées, originales, facsimilés, voilà. Et en fait, c'est le public qui va dans ces sites, c'est un public familial qui va pour vivre une expérience. Les enfants, les grands-parents, les petits-enfants, tout le monde est là, mais on va partager une expérience dans ce monde souterrain, et on va découvrir les œuvres pariétales. Et puis, on y va avec des amis. Donc voilà, c'est des endroits où on est en confiance entre nous pour rentrer dans la grotte. Ça, c'est aussi l'intimité de la grotte, pour rentrer dans l'intimité de la grotte. Et ça joue aussi sur cette visite. Alors, bien sûr, on ne visite pas une grotte ornée, on entre dans une autre temporalité, disait Michel Lorblanchet. C'est tout à fait ça. En fait, si on se laisse aller, on rentre vraiment sur un autre sujet. Alors, Jean-Claude, lui, il disait que l'authenticité d'une œuvre pariétale ne réside pas uniquement dans son support matériel, et c'est ce qu'on vient de voir, mais dans l'émotion qu'elle suscite au spectateur. Eh bien, c'est à travers tous les éléments qu'on va développer pour que ce soit une visite exceptionnelle et qu'on puisse s'en souvenir. Alors, là, je vous ai mis le site original avec Jean Courtin à Cosquer, et de l'autre côté, la grotte Cosquer et nous, les visiteurs, dans les petits chariots qui déambulons dans la grotte. Je vous invite à aller voir Cosquer. C'est la dernière née, on va dire. C'est un confort de visite exceptionnel. Vous avez votre casque, vous êtes dans votre bulle, et vous avez les œuvres à portée de main, et elles sont agencées dans la grotte restituée. C'est un plaisir. Tous les membres du conseil scientifique se sont laissés prendre au jeu. Et c'est quelque chose... Moi, j'avais un peu peur des chariots en me disant, oh là, ça va faire Disneyland, tout ça, mais pas du tout. Pas du tout. Ça permet à une personne de mobilité difficile de pouvoir bien visiter de façon confortable. Ça permet à un enfant de ne pas s'échapper, courir partout. Et là, le groupe familial, il est réuni matériellement sur ces sièges. Et la visite est très douce. Et voilà. Alors après, c'est vrai qu'on va peut-être se retrouver un peu... on aimerait bien rester plus longtemps devant certaines œuvres. Parce que, voilà, c'est là qu'on touche la question économique du site, parce qu'il faut un équilibre. Il faut l'équilibre que, voilà, ça soit suffisamment rentable pour pouvoir continuer de le laisser ouvert, et en même temps que le visiteur soit satisfait. Et ça, c'est un travail que les gestionnaires, notamment Kléber-Rossillon, qui gère donc Chauvet 2, Cosquer Méditerranée, est très sensible. Il ouvre des moments... dans la salle du fond, il laisse des temps libres. Mais voilà, il faut arriver au bon moment. Alors, je vous conseille de le guetter aussi, parce que du coup, c'est plusieurs types de visites que vous pouvez faire. Voilà. Alors,
Oui, donc ça, c'est la visite de la grotte. Alors, à Lascaux, je vous parlais des panneaux qui sont mis après dans une salle qu'ils appellent l'atelier. Et là, vous pouvez refaire la lecture des œuvres, vous approcher. Et là, il y a aussi une petite tablette si vous voulez être accompagné. Mais en fait, c'est important, cette démarche-là. Elle a été utilisée à partir d'un modèle qui a été fait sur le site du Roc aux Sorciers, au centre d'interprétation du Roc aux Sorciers, dans la Vienne, qui est un abri sous roche sculpté, magdalénien, d'il y a 15 000 ans. Et il y a 2 visites qui sont présentées. Une, je dirais, réelle, avec c'est la copie, c'est le clone de la grotte, avec des commentaires indiquant qu'en fait, on ne sait pas trop quant à l'interprétation de ces œuvres et que chacun peut y aller de son registre. Mais à l'extérieur, il y a une autre reproduction. C'est-à-dire qu'il y a 2 reproductions. Et là, on peut toucher, on peut regarder, on peut s'approcher, etc. Eh bien, là, c'est repris à Lascaux. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, pour moi, les grottes ornées, bien sûr, ça suggère de l'émotion. Et moi, à Chauvet, j'ai eu des émotions. Quand je n'avais aucune connaissance du site, mes collègues n'y travaillaient pas encore, j'ai visité le site, je suis arrivée à la salle du fond, je n'ai eu qu'une envie, c'est de sortir de là. J'étais en danger. Pourquoi? En fait, il y a beaucoup de radon, il y a beaucoup de CO2 au fond de là. Et vous êtes dans une mise en scène où vous êtes dans le tourbillon de la chasse des lions, des bisons, et ça vient vers vous. Je vais vous dire, c'est pas une situation agréable. Quand vous n'avez aucune clé de lecture, aucune... Voilà. Donc, j'ai suivi toutes les campagnes de recherche Jean-Michel Jeunesse, actuellement de Carole Fritz. Je vais les voir chaque année, et tous les ans, ils me disent Geneviève, ça va mieux, t'apprivoises la grotte t'apprivoise, parce qu'en fait, c'est ça. C'est une relation individuelle. Pour moi, la grotte, c'est comme rencontrer une personne. Ça peut clasher, ça dépend de mon humeur du jour. Ça peut être super, ça peut durer, ça peut ne pas durer. C'est pour moi exactement le même type de relation. Donc, j'ai apprivoisé Chauvet, ou Chauvet m'a aussi un peu apprivoisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à la connaissance de mes collègues, ils me mettaient tout de suite dans le bain. C'est-à-dire, t'as vu Geneviève, le bloc, tu vois, il est effondré, mais pas de là, c'est qu'ils l'ont ramené de là-bas pour faire une marche ici, donc il passait là. C'est complètement autre chose. C'est un autre voyage dans la grotte. Et vous êtes proche des paléolithiques. Donc c'est sûr que là, c'est bien, c'est très important d'avoir l'émotion. Et on y tend à travers ces facsimilés. Mais il faut aller au-delà. Il faut pouvoir en faire un lieu de connaissance, de partage. Et il faut aussi que cet objet, qui est la copie, ne soit pas une fin en soi, pour moi. Il faut que ce soit un objet sur lequel on va pouvoir discuter entre nous, rire sur certaines choses, se disputer peut-être aussi, parce qu'on n'interprète pas les choses de la même façon, mais échanger, avoir un lien social à travers eux et revivre dans le contexte d'aujourd'hui, ces sites qui, l'air de rien, sont là, figés à un instant T, que nous visitons, mais il faut qu'on leur donne vie encore. C'est de l'art. L'art, il dure dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est très important d'avoir cette idée de... Il y a la copie, mais il y a aussi... Après la copie, il y a l'immersion, voilà, et après, il y a ce qu'on va découvrir dans le détail. Et le détail, il est croustillant. Ça va être une reprise d'une gravure à tel endroit. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition à la Villette, mais il y a beaucoup de détails qui sont drôles. On se dit, là, pourquoi ce bison a la patte sur cette tête de lion-là? Et en fait, on arrive à le lire comme les préhistoriens le lisent, parce qu'ils nous l'expliquent. Et du coup, on apprend des choses et notre œil s'habitue, il cherche. Voilà, c'est vivant. Voilà. Dans les, je vérifie que je n'oublie pas ce que je voulais vous dire. Hein. Parce qu'évidemment, je ne suis pas un mot de ce que j'ai écrit. Donc... Voilà, oui, donc c'est ça. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que le facsimilé, il porte les valeurs de l'original aujourd'hui. Il essaie de les porter. Et ça, c'est important pour le sens qu'il donne. Et du coup, il est unique lui aussi. Et c'est un objet de création en tant que tel.
Et bien sûr, alors ce n'est pas un renoncement au vrai, c'est bien, bien évident. Et pour nous, c'est une nouvelle forme de mémoire patrimoniale que l'on crée. Et ça se pose la question notamment pour Lascaux 2. Lascaux 2 s'est abîmé comme le Lascaux original, puisque c'est les mêmes matériaux. Et les visiteurs ont abîme pareil. Mais du coup, il a été restauré. Et parce que sur une copie, on peut restaurer. Les grottes ornées sont un patrimoine qui, à la différence de l'architecture ou d'autres patrimoines, ne se restaure pas parce qu'on ne connaît pas l'état antérieur. Donc, on ne se lance pas dans des restaurations. On va nettoyer peut-être au mieux, mais c'est même pas gagné. Voilà. Aujourd'hui, les conservateurs des grottes, dans les DRAC, préfèrent agir le moins possible parce que souvent, c'est irréversible. Voilà, donc ça, c'est un point important aussi que cet objet, c'est une mémoire collective qui a de l'importance. Et Lascaux 2 se pose la question de son classement, bien sûr, puisque c'est aussi une prouesse, à un moment donné, d'une restitution d'un artiste dans les années 80. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous voyez, à Lascaux, on en est à 4 copies. Je pense qu'il y en aura d'autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a toujours du public. Il y a toujours du public. Et moi, je vais aller voir Lascaux 2, Lascaux 3, Lascaux 4. Hein. S'il y a le 5, je vais aller le voir. Et je vais aller voir Cosquer, Méditerranée. Et s'il y a des panneaux un jour de Cosquer, je vais aller voir les panneaux de Cosquer. Et la connaissance qu'on en tire, parce qu'il y a des recherches actuelles, donc on va avoir des nouvelles connaissances, et ainsi de suite. Donc, et si on a Cussac en attente, cette grotte qu'il faudrait présenter au public. Pour l'instant, on a un panneau de présenter sur place, en Dordogne, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse s'immerger dans le Cussac, c'est intéressant. Bon, donc tout ça, c'est vrai on voit qu'au niveau économique, c'est sûr, c'est un tourisme culturel nouveau qui est expansif. Alors, il aura des conséquences, bien évidemment, certes très positives sur le territoire. Vous pouvez demander à l'Ardèche, tout va bien, des développements incroyables, une économie touristique qui fait vraiment, qui a de l'écho, du répondant, une dynamique, c'est vivant, parce qu'en plus, il y a l'université de Savoie-Mont-Blanc qui vient travailler. Enfin, voilà, il y a toute une dynamique qui est sur place. Les restaurateurs sont contents, les hôteliers aussi, les chambres d'hôtes, tout ça. Mais voilà, la difficulté est peut-être cet afflux de monde qui vient piétiner des lieux. Voilà, et on se retrouve avec d'autres difficultés qu'il faudra peut-être gérer aussi. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Enfin, on y pense, mais... Alors, quand je parle qu'on peut reproduire autant que l'on veut les grottes, elles ont toujours un attrait pour celui qui la regarde et à qui peut avoir accès. C'est-à-dire que les sites avec les visites virtuelles des grottes ont leur succès aussi. C'est les premières, c'est là où on a le plus grand nombre d'entrées sur les sites du ministère. La réalisation de films en relief, comme la grotte des rêves perdus de Herzog, a eu son succès. On l'a présenté encore il n'y a pas très longtemps à Beaubourg. Le dernier passage, pareil, il ne vieillit pas. Le dernier passage, c'est une visite, une promenade dans le modèle 3D à nos yeux à l'échelle de la caméra. Et c'est une approche poétique réalisée notamment par le scénario, c'est Jean-Michel Geneste, qui était le directeur de la recherche, et qui était mon prédécesseur au Centre national de préhistoire. Mais c'est l'émotion, vous l'avez, à travers ces récits. Et puis récemment, j'ai eu la chance de pouvoir suivre Chauvet, Voyage aux origines, le documentaire qui est sorti sur France 3, que vous pouvez encore regarder. Et je peux vous dire que comme je sais, et comme on nous explique qu'il y a les images de l'original, je peux vous dire que moi, je m'embarque et que l'émotion, je l'ai. Et je pense que le public, là, vu le nombre de prix qu'il récupère, c'est en ce moment. Donc voilà, on est dans le faux, mais si on est un public qui, à majorité, je vous dis, les études, c'est 80% du public est satisfait, rentre dans le jeu, se laisse guider, oublie qu'il est dans le facsimilé parce qu'en fait, il est captivé par les œuvres. Et puis les 20% autres, pourquoi ça ne peut pas leur plaire ? Eh bien parce que, d'abord, ils n'ont pas compris qu'ils étaient
dans un facsimilé. Donc, ils croient qu'on les trompe. Mais voilà, c'est une question d'information. Il faut, dès le début, dès l'entrée, il faut dire, on va aller voir une copie. L'affaire est réglée, c'est ce qu'ils font à Chauvet. On le dit dès le début de la visite, c'est une copie. Puis on passe dans un sas et après on ne vous parle plus jamais d'une copie. Mais on vous explique, on vous montre le détail des panneaux, etc. Donc vous oubliez complètement que vous êtes dans la copie. Donc il y a ça. Et puis il y a ceux qui ont une grande connaissance des grottes, qui en ont vu, qui font de la spéléo, etc. Et eux, ils ne retrouvent pas cette magie qu'ils connaissent par cœur, parce que ce n'est pas aussi grandiose. Et pourtant, on rend quand même l'humidité, on arrive à rendre l'humidité des parois, on rend les coulées de calcite, etc. Mais voilà, quand on a un œil trop habitué. Et puis, il y a ceux qui, bien sûr, et ça on peut le comprendre aussi, et c'est un sujet, et bien ceux qui sont dans des groupes et qu'ils sont gênés par le groupe qui suit. Et ça, je peux comprendre. Je l'ai vécu à Chauvet, parce que j'aime bien, moi, faire les visites incognito, enfin, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est très désagréable. D'avoir la lumière du groupe d'après, d'avoir le bruit, ça perturbe. Et là, c'est une question de rythme. Et c'est pour ça que, là aussi, c'est un travail à faire avec les gestionnaires du site, pour que ça s'améliore, pour qu'on tende vers 100% de satisfait quand même, si tout le monde vient. Voilà, donc pour terminer, pour de vrai, je n'ai aucune idée de l'horaire, vous me direz, je suis trop long. Je n'ai pas testé le temps. Eh bien, on sait aussi que la 3D, le monde virtuel va nous bouleverser encore ces approches. Moi, la seule visite de la grotte que j'ai faite, c'est en réalité virtuelle, mais je me perds dans cette grotte. Parce que je n'ai pas les clés. Donc, il faut que j'y retourne à plusieurs reprises. Parce que c'est une grotte immense avec des blocs partout. J'ai un mal fou à m'y repérer. Donc, c'est pour vous dire qu'on a encore tout un champ de modes de représentation devant nous. Là, je vous ai mis la visite virtuelle. Peut-être certains l'ont vu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine que Dassault a fait. On est plusieurs visiteurs et on visite la grotte de Lascaux à plusieurs, ce qui nous permet de discuter, etc., de détailler. Et c'est très agréable. Vous avez dû voir peut-être aussi d'autres sites comme Notre-Dame qui était épatant, ou les pyramides de Khéops, etc. Tout ça, c'est nouveau, ces approches, je dirais, qui sont virtuelles. Et là, on n'a pas fini, parce que je vois pour les jeunes, moi, au Centre national de préhistoire, j'ai des apprentis qui sont des jeunes de 20, 25 ans. Dans leur domaine, ils viennent, en général, ils sont soit spécialistes du SIG, soit spécialistes de la 3D, mais en fait, ils ne connaissent rien au patrimoine, donc c'est une façon de partager mutuellement nos savoirs. Et là, j'en ai un que j'ai laissé, mais qui travaille encore au CNP cette année, qui est en train de modéliser un jeu pour expliciter la vie dans ce... Mais c'est un jeu où lui, il est dans son monde du jeu en réseau. Et quand je discutais avec lui, c'est ce qui me marquait vraiment, c'est qu'il a une culture patrimoniale de mots, mais moi-même, des fois, je ne connaissais pas ces mots. Donc, ils apprennent. On apprend différemment aujourd'hui, je pense. Les jeunes générations apprennent différemment. Il va falloir les accompagner, s'accompagner mutuellement, parce que c'est dans les deux sens que l'échange doit se faire. Mais voilà, je pense que là, il y a aussi des belles perspectives, parce qu'on peut faire rentrer notre patrimoine encore plus loin. L'idée, c'est qu'on touche vraiment chacun de nous, puisque ce patrimoine, il est celui de nous tous. Et je vous remercie pour votre patience et votre écoute. Merci beaucoup Geneviève Pinson pour cette très intéressante conférence. J'avais une question et ensuite je vais céder la parole au public. Est-ce qu'il y a d'autres projets de reconstitution de grottes ? Tu as parlé de Cussac. Alors Cussac, c'est un projet du Conseil départemental de Dordogne qui est à l'étude, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore projeté la restitution intégrale.
Il y a le Roc aux Sorciers où il y a déjà donc cette présentation d'un centre d'interprétation pour le coup, et ce n'est pas la copie pour être la copie, mais vraiment un support d'échange. Et là, le projet est de restituer le site. Oui, je te remercie parce que j'ai pas dit une chose. Le site au moment des sculpteurs. Il faut savoir que c'est un abri sous roche, mais toute une partie est effondrée. Un plafond entier qui est sculpté, gravé, peint est tombé en 1000 morceaux. Et colmaté les occupations préhistoriques, donc ça c'est parfait pour dater bien cet art. En revanche, j'ai 1000 morceaux conséquents de calcaire ornés à remonter. Et l'idée qui est en cours par les élus sur place, le département de la Vienne, le Grand Châtellerault, les services de l'État et puis les gestionnaires actuels du centre et des financiers qui sont intéressés, c'est de remontrer un instant précis, mais magdalénien. Et ça, en fait, c'est le sujet de ces facsimilés. Les facsimilés que vous voyez, c'est le site tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce n'est pas le site dans sa dynamique, d'accord ? C'est pas le site avec les Aurignaciens qui viennent, puis après les Magdaléniens. C'est un instant final, et en plus qui peut être dégradé par la nature. Donc c'est tout ça qu'il faudrait voir et développer, en effet. Et là, ça va être un essai, parce que au Roc aux Sorciers, on va projeter une image du temps des Magdaléniens. Donc là, c'est encore autre chose, parce que ça va être différent du site original tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça, c'est bien sûr l'étude, l'étude scientifique qui va permettre ça, et le croisement des disciplines. Vous pensez bien que ce n'est pas que le préhistorien. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Je voudrais savoir sur Lascaux, étant donné qu'elle est fermée depuis 1963, la 3D, elle a été faite à partir de quoi ? À partir de photos qui ont été faites avant la fermeture ou... Non, Lascaux 3 a été fait à partir d'un modèle 3D déjà. On est déjà dans la base de numérique. Oui, mais la 3D, elle doit quand même... Comment ils ont procédé à partir du site fermé ? C'est ça, il y a un truc, il y a quelque chose qui m'échappe. Le site est fermé, oui. Mais on avait un enregistrement des parois depuis déjà l'hygiène l'avait fait depuis Lascaux, le premier tour. Lascaux, oui, la première réplique. On va dire. Oui. Et puis après, il y a eu d'autres saisies numériques. D'accord. Et le Lascaux 3 a été reproduit comme ça. Et là, il est vraiment là. Donc du coup, c'était que des petits panneaux, que des fragments. Il y avait le puits, puis je sais plus, il y en avait un autre, les biches, je crois, qui nagent. Et là, l'évolution de Lascaux 3, puisque la base de données là est complète et vraiment fine, ils ont repris toute la salle des taureaux. C'est un beau morceau. Et puis j'avais une autre question aussi. Oui. À Altamira, ils en sont à combien ? Il y a eu d'autres répliques depuis la première ? Non, Altamira, il n'y a que la copie qui est actuellement à proximité du site, pas très loin, qui est présentée, oui. Qui date des années... oui, mais qui a été bien revue. Ouais. Il n'y a pas longtemps, dans les années 2012 à peu près. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ce n'est pas une question, c'est simplement pour vous remercier. C'était tellement intéressant ce que vous nous avez retracé de ce trajet des scientifiques. Et je dois dire que j'ai visité récemment Cosquer, c'est absolument magnifique. C'est un bon témoignage. Merci. C'est vraiment silencieux, mais on est complètement plongé dans l'atmosphère. C'est superbe. Et on regrette une chose, c'est que ça ne dure pas plus longtemps. Oui, alors je pense qu'il y aura là aussi des visites, on va dire approfondies, c'est-à-dire avec un peu plus de temps, mais hors saison, je pense. Oui. C'est sûr. Mais ils y réfléchissent, oui. Est-ce qu'il y a encore en France des grottes ornées originales qui sont visitées ? Ou est-ce que oui, c'est fini ? Sûr. Par exemple, Niaux, où on en est à Niaux ? On visite toujours Niaux, même s'il y a une réplique au parc de Tarascon. Il y a d'autres grottes que l'on visite. Il y a toutes les grottes gérées par le Centre des Monuments Nationaux.
qui, alors là, par contre, il faut prendre rendez-vous parce que ce sont des sites où tout est contrôlé, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que, mais profitez bien sûr des sites originaux. Là, je vous ai expliqué les 3 cas. C'est que parce qu'on ne peut pas les ouvrir. Ça serait un site connu de longue date. On découvre les œuvres, les piétinés depuis toujours. On découvre les œuvres. Bon, on fait autre chose autrement. Et que ce soit Fond de Gaume, que ce soit les Combarel, Cap Blanc, il faut, et voilà, même Bernifal, un site privé, voilà, il faut la vallée de Castelmerle, c'est des sites originaux, vous pouvez y aller et il faut en profiter bien sûr, et vous aurez l'émotion et le discours en même temps. Ah bien sûr, je pense qu'il faut, pour moi en fait, le principe c'est qu'une grotte doit être ouverte au public. Après, si on la ferme au public, on explique pourquoi, et il y a des critères scientifiques. Donc, par exemple, je vous ai expliqué, pour Chauvet, les critères scientifiques, c'est une analyse climatique et une analyse du taux de radon et de CO2, et on sait que, par exemple, les chercheurs ne peuvent pas descendre hors le mois de février et mars, parce qu'autrement, on les trouverait tous assommés au fond de la grotte. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut expliquer. Et donc si l'équipe de recherche peut y accéder pendant 1 mois, c'est actuellement ce qu'elle peut faire, hein, pas plus, on n'a pas la place d'accueillir du public en plus. Et la difficulté en plus, c'est le goulot pour y accéder, la descente verticale de plusieurs dizaines de mètres. Voilà, donc c'est pour ça que c'est... Mais c'est une très bonne remarque, vous avez raison, j'aurais dû en parler des grottes originales ouvertes. Il faut aller les voir. Dans ces facsimilés, entre les originaux et les facsimilés, comment a été traité le sujet de la lumière et de l'éclairage ? Alors, ça dépend des sites, mais c'est un problème crucial. Je me souviens de débats du conseil scientifique pour la grotte Chauvet, parce qu'en fait, la passerelle n'était pas comme on pensait, au niveau qu'on pensait, et les éclairages étaient beaucoup trop hauts. Donc, ça a été un vrai débat pour arriver à faire en sorte que l'éclairage soit juste. Et ça, c'est les contraintes, je dirais, techniques, matérielles, des architectes aussi. Donc, c'est des débats, hein, c'est des débats. Pour Cosquer, ils sont constamment en train de revoir les éclairages, l'orientation du spot, parce qu'il faut qu'il soit caché en plus, pour que le public voit bien. Et je sais que c'est pas encore complètement stabilisé. Donc, vous savez, c'est un travail au quotidien, ça. Oui, tout à fait. C'est une très bonne remarque, parce que l'éclairage, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Parce qu'il faut pouvoir donner la pénombre, hein, et en même temps, juste le allumer. Alors, c'est intéressant parce que l'éclairage préhistorique, à Chauvet, on sait qu'il faisait des grands feux. Donc, ils y voyaient comme en plein jour, en fait. Mais dans d'autres lieux, c'est des petits foyers, donc c'est une petite flamme qui vacille, et puis la torche à la main, bien sûr, ou les lampes. Beaucoup de lampes à Lascaux, par exemple, oui, qu'on porte. Donc ces éclairages-là, les simuler, c'est important de le faire parce que ça donne la lecture, tout dépend de l'éclairage, en fait, dans ces sites. Et je vois pour le Roc aux Sorciers, où c'est de la sculpture et de la gravure, ils font des nocturnes avec les lampes telles qu'elles ont été trouvées dans le site, et il y a notamment un cheval, le jour, vous voyez qu'il a 2 paires de pattes jambes avant. Mais en fait, quand vous prenez la lampe en pleine nuit et que vous agitez la flamme dessous, il court, le cheval. Voilà, donc il y a toute une animation qui reste encore à faire grâce à la lumière. Et ça, c'est les travaux, je vous renvoie aux travaux de Marc Azema, qui est un réalisateur, hein, donc qui fait des films et qui est préhistorien, qui a fait sa thèse là-dessus. Et depuis 36 000 ans, on connaît la question de l'animation et du mouvement, puisqu'on grave plusieurs têtes, plusieurs pattes, et tout ça, ça marche. On fait tourner des rondelles avec un animal sur une face couchée, de l'autre côté debout, et on peut le faire tourner, il s'anime. Voilà, ça c'est là, déjà pendant la préhistoire. Et merci, parce que la question de la lumière est fondamentale. Merci beaucoup encore pour votre intervention. Vous avez évoqué l'idée d'un classement de Lascaux 2. C'est vrai qu'il y a une patrimonialisation de plus en plus importante, même de l'histoire, de cette préhistoire,
Et tous les expos là au musée de l'Homme, où il y avait les repros de gravures rupestres qui étaient un peu exposés en tant qu'œuvre même. Est-ce qu'il y a déjà un label architecture contemporaine remarquable, par exemple sur Lascaux 2? Est-ce que ce serait une étape avant le Alors, classement? je ne pense pas. En tout cas, j'en ai pas connaissance. Non, je n'en ai pas connaissance. Je sais que le débat est posé sur le classement de Lascaux 2. Et pour l'instant, il y a eu un moment où c'était très présent dans les discussions, je dirais, au milieu des spécialistes, parce qu'en fait, mais c'était au moment de la création de Lascaux 4. Et depuis, ça a un peu... je l'entends moins. Voilà. Mais c'est vrai, il n'y a pas d'autres labels et je pense que ça pourrait être mis à l'étude, oui, bien sûr. Là, on est face à des prouesses contemporaines, hein, des réalisations contemporaines. On a un savoir-faire qui fait le tour du monde, hein, puisqu'on a été sollicité, la France, pour... moi, je sais que j'avais reçu les Russes pour leur grotte de Tchougantash en Sibérie. Enfin, voilà, on est très sollicité pour ce savoir-faire, et vous avez raison. Il y aurait certainement des marques à développer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis un peu éblouie par la lumière. J'ai l'impression que non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Geneviève. Merci à vous. Merci.